des invités qui ont tous vécu l'été 44 et qui viendront avec leurs témoignages, leurs itinéraires, leurs destins sont dignes d'intérêt. Nous bavarderons avec vous dans un instant. En tout cas, merci d'être là. N'oubliez pas que vous pouvez nous joindre également par téléphone ou sur Internet pour poser vos questions, pour nous faire part de vos interrogations. À tout de suite. Bonsoir à tous. En direct, nous allons donc prolonger la réflexion autour de cette période bien singulière, ma foi, que celle de l'été 44. Vraisemblablement l'été de tous les dangers, l'été de tous les espoirs également. Nous allons en parler avec nos invités qui viennent de Bourgogne et de Franche-Comté, qui ont vécu cet été 44 et que vous découvrirez. Vous découvrirez par la même occasion des destins, des itinéraires particuliers qui méritent qu'on s'y arrête. Nous sommes en direct, je vous le disais, nous attendons donc vos réactions, vos témoignages peut-être, vos interrogations sur cette période au standard de France 3 Bourgogne-Franche-Comté, grâce à ce numéro de téléphone qui s'affiche sur votre écran, et grâce aussi à notre site internet ou par email, dossier bfc comme bourgogne-franche-comté.france3.fr. En tout cas, merci à vous tous et toutes d'être là avec nous. Pour commencer, l'histoire, là encore, particulièrement singulière, de Peter Gingold. C'est un Allemand farouchement opposé au régime nazi qui, à Dijon, entre tout simplement en résistance à partir de 1941. Un engagement à haut risque, évidemment. Peter Gingold est revenu il y a quelques jours à Dijon sur le théâtre de ses exploits. Vous voyez le reportage de Stéphanie Malorand et de Christophe Gaillard. Être allemand et résistant, c'est l'incroyable histoire de Peter Gingold. En 1941, Peter arrive à Dijon pour travailler clandestinement. 60 ans après, il se souvient. Ici, c'était l'hôtel. Mais l'hôtel n'existe plus. Je ne sais pas. Certainement, ça a changé. J'étais logée dans un hôtel. Parce que dans un hôtel, je me sentais plus sûre, en sécurité. C'est au 37 rue Diderot que Peter fabrique des tracts anti-hitlériens. Il n'a qu'une obsession, les distribuer à l'occupant allemand. Là, j'avais mon chambre clandestine où j'avais mon machine à écrire. J'ai tapé le tract et tout ce que j'ai besoin pour ce travail-là. On a essayé aussi de trouver des contacts avec des soldats et officiers allemands pour qu'ils soutiennent la résistance. On a quand même finalement trouvé quelques centaines d'Allemands, des soldats et des officiers. Et chaque Allemand était très important parce qu'il nous a fourni des informations. Et il a aussi pris notre tract pour les distribuer. Ils ont aussi risqué la vie. En janvier 1943, Peter se fait arrêter par la police française sur son lieu de travail. La police le remet à la Gestapo. Il est jeté en prison et torturé. Je rêve toujours de cette prison-là. Tout seul dans une cellule, attaché avec les pieds, avec les mains, comme ça, sur un lit, toute la nuit, alors jour et nuit, ils sont seulement détachés pour me donner la nourriture ou pour faire mes besoins. Et après, j'étais toujours attaché comme ça. Et je ne savais pas que un jour que je vais sortir de ça. Non, je ne pensais pas. Parmi ces tortionnaires, Peter a reconnu cet homme, le chef local de la Gestapo. Si je vois ce visage, c'est un visage brutal. On se voit le visage là, quelqu'un. Ça me rappelle toute la torture. Ça me revient.
Peter n'avouera rien. Envoyé au siège de la Gestapo à Paris, il s'échappera pour rejoindre la résistance. Il ne retournera en Allemagne qu'après la capitulation. On m'a pris comme un traître de la patrie. La plupart des gens de ma génération, ils me disent « j'ai lutté contre l'Allemagne ». Et c'est difficile de le persuader. Je n'ai pas lutté contre l'Allemagne, j'ai lutté contre Hitler, contre le fascisme, pour libérer cette Allemagne de Hitler et du fascisme. Madame Dubois, bonsoir. La résistance, vous connaissez bien évidemment. Vous avez 16 ans au début de la guerre. Vous êtes étudiante à Lyon à l'époque. Aujourd'hui, vous habitez Besançon. Un jour, vous vous apercevez qu'une de vos professeurs, juive, n'est pas là. Et là, ça provoque un déclic chez vous. Oui, tout à fait. Nous avons eu très tôt, puisqu'il s'agissait du mois d'octobre 40, à partir à peu près du 15 octobre, nous avons eu un professeur qui n'est plus venu faire cours. Nous ne savions pas à ce moment-là qu'elle était juive, bien sûr, et nous nous inquiétions parce que nous la voyions parvenir au bout de 15 jours, 3 semaines. Et lorsque nous essayions de demander ses nouvelles, si elle allait bientôt revenir, il y avait une espèce de voile qui se faisait. On avait l'impression qu'on ne voulait pas nous donner le renseignement. Ouais. Donc avec une de mes camarades, j'ai réussi à avoir son adresse. Nous y sommes allés un jeudi après-midi et nous nous attendions soit à ce qu'elle nous ouvre et nous dise « je vais rentrer bientôt » ou « j'ai encore un congé », etc. ou bien ne pas la trouver. Et elle est venue nous ouvrir, nous paraissant en bonne santé. Et la première chose qu'elle nous a dit, je vous demande une chose, ne dites pas que vous êtes venu me voir, ça pourrait vous valoir des ennuis peut-être et à moi aussi. Nous ne comprenions vraiment rien. Et elle nous a dit, voilà, je suis juive, vous ne me verrez plus car je viens d'être révoquée, je n'ai plus le droit d'enseigner. Et là, c'est le déclic dans la mesure où, là, vous changez, enfin, votre destin change. Oui, d'une certaine manière, parce qu'à partir de ce moment-là, je ne savais pas ce que c'était que l'antisémitisme en réalité. J'avais bien entendu parler de l'affaire Dreyfus, mais tout ça, c'était loin. Et voir que quelqu'un qui faisait bien son travail, qui s'occupait de ses élèves, etc., tout simplement par une origine, elle ne pouvait plus enseigner, c'était quelque chose qui m'a paru d'une absurdité absolument insupportable. Alors vous ne vous arrêtez là, pas là, justement, oui. Parce que vous décidez, là, je veux dire, de façon un peu spontanée, de vous lancer dans la résistance. Oui, à partir de ce moment-là, j'ai dit, il faut que je fasse quelque chose contre ce gouvernement. J'étais en zone libre, c'était le gouvernement du maréchal Pétain. Si je ne fais rien, je suis complice. Je ne peux pas être complice d'une chose pareille. C'était pas réfléchi, c'était, je dirais, presque instinctif, je ne sais pas comment dire. Et à partir de ce moment-là, eh bien, j'ai essayé de faire quelque chose, des choses qui n'avaient pas grande importance, mais enfin, élève d'une école normale, je ne pouvais quand même pas avoir des liaisons à ce moment-là faciles. J'ai essayé de faire écouter Radio Londres à mes camarades, je l'ai fait d'ailleurs. Bon, on nous a enlevé le poste de radio, je suis passée en conseil de discipline, ça c'était pas très grave. Je faisais un peu de la propagande auprès de mes camarades. Et finalement, les mois passant, j'ai décidé, pour différentes raisons, de continuer mes études en faculté. Et c'est donc parce que j'avais à ce moment-là différentes études à faire pour pouvoir y rentrer, à la rentrée de l'année 42, donc en novembre 42 pratiquement, que je suis entrée à la faculté des lettres de Lyon. Alors, attendez, madame, ce qu'on aimerait comprendre tout de suite, c'est qu'une période importante s'ouvre pour vous, parce que vous entrez dans la résistance, effectivement, vous prenez votre bicyclette pour apporter des messages. Vous êtes agent de liaison et vous saurez, après la guerre, que vous avez même transmis des messages d'un certain Max, madame. Oui. Ça, c'est... Oui, donc, disons, par une série de hasards, je suis rentrée en contact avec des étudiants qui faisaient de la résistance, qui distribuaient d'abord des journaux, ce que j'ai fait avec eux, des tracts. Et puis, on m'a demandé un jour si je voulais rencontrer quelqu'un de plus important, qui avait un travail plus important à me donner. Et j'ai dit tout de suite oui. Et c'est à ce moment-là que la personne que j'ai rencontrée, donc en janvier 1943, m'a dit qu'il aurait besoin d'une agente de liaison, m'a demandé si j'avais une bicyclette. Il m'a dit, il savait que j'étais étudiante d'histoire, donc vous avez une bonne mémoire, donc vous pourrez transmettre des messages d'Oro.
Et bon, me disant, voilà, ça sera sur un certain nombre de départements. Voilà. Alors, puisque nous parlons de l'été 44, à partir de quel moment, est-ce que c'est sur la fin de la guerre ou après, que vous décidez justement, vous, de devenir finalement enseignante, prof d'histoire, quelque part pour prolonger le combat aussi? Exactement. J'avais déjà envie d'enseigner avant, c'est vrai, et ensuite, après les périodes mouvementées de la libération et l'euphorie de la libération, il fallait bien reprendre une vie normale, disons. Et là, c'est vrai que j'ai décidé d'enseigner, si possible, bien sûr, dans une école normale qui avait été supprimée par le maréchal Pétain et qui venait d'être rouverte à la libération, et donc d'enseigner l'histoire, parce que l'histoire, je pense, peut permettre de réfléchir et peut-être d'avoir une attitude responsable dans des périodes difficiles. Et de l'été 44, d'un mot, vous avez une image, un souvenir, quelque chose, puisque c'est le thème une image, comme vous le disiez très justement, alors d'abord d'une période très difficile, parce que effectivement à Lyon, entre le mois de juin et le mois d'août, il y a eu énormément d'arrestations dans les milieux de la résistance où j'étais, si bien que d'ailleurs j'ai dû faire des missions que je n'avais pas à faire autrement, en particulier d'emporter des armes dans un maquis. Alors qu'autrement, j'étais surtout pour des messages. Donc, c'était une période très difficile. Je me souviens d'être revenu d'une mission et d'avoir appris que 3 étudiants avaient été fusillés à Lyon, place Bellecour, et qu'on avait laissé leur corps plusieurs jours sur place. Et j'ai appris, hélas, que l'un d'eux était un étudiant que je connaissais. Je ne dis pas que c'était un ami, mais nous nous connaissions. Nous avions des cours ensemble. C'était Gilbert Dru. Tout le monde sait qu'il était de Témoignages chrétiens, donc un autre organisme de résistance. Des moments aussi où on apprenait, par exemple, qu'à Saint-Genis-Laval, les prisonniers avaient été brûlés dans le fort. Donc une période de difficulté. Douloureuse, la guerre continue, oui. Et si la libération est peut-être à portée de main, elle n'est pas encore tout à fait là. On reviendra évidemment sur votre parcours, sur votre témoignage. Vous étiez agent de liaison. J'ai une première réaction justement à propos des agents de liaison. Enfin, c'est de la part d'une ancienne agent de liaison qui habite la région de Gergy en Saône-et-Loire, qui était donc, je vous le disais, agent de liaison pendant la guerre et qui souhaite que ce soir nous ayons une pensée pour les grands invalides de guerre. On oublie trop souvent les souffrances qu'ils ont endurées une fois la France libérée. Une première réaction, vous pouvez multiplier vos réactions et vos interrogations donc par téléphone ou sur Internet ce soir. C'est le principe de ces dossiers de France 3. Marcel Mien, bonsoir. Vous aviez 18 ans 19 au début de la guerre. Oui. Alors vous commencez résistant aussi à Lille. Alors, maintenant, vous habitez Dijon. J'habite Dijon. Ouais. Si je me suis trouvé à Dijon dans la période chaude, comme vous dites, de 1944, il faut que je remonte à 42. Parce qu'à 42, j'étais dans un réseau de résistance. Pas une résistance très importante. Je ne faisais que fournir des renseignements qui m'étaient procurés par un cousin qui montait l'électricité dans des blocos le long de la côte entre Dunkerque et Calais. Et le réseau s'est fait prendre. Et en catastrophe, en novembre 42, j'ai donc quitté l'île. Parce que ça sent le roussi pour vous. Pardon ? Ça sent le roussi pour vous. Ah, ça sent le roussi, oui, plus que le roussi, puisque le cousin qui me fournissait les renseignements a été déporté et il n'est jamais rentré. On n'a jamais su ce qu'il était devenu. Alors, je résume justement votre histoire à partir de là. C'est-à-dire que vous fuyez l'île, puisque, comme on le dit, ça sent pas bon pour vous là-bas. Vous décidez de descendre dans le sud pour essayer de rejoindre les forces françaises libres qui sont au Maroc. Vous traversez l'Espagne tout seul. Là, vous vous faites arrêter même, vous passez 10 mois dans les geôles espagnoles. Hein. J'ai été arrêté, j'ai passé la frontière à Puigcerdà, en Espagne, et je suis allé jusqu'à Barcelone à pied. Et ensuite, compte tenu des renseignements que le consul américain nous avait donnés, et fourni d'ailleurs un billet pour rejoindre Madrid, il nous a dit vous prenez le train tranquille, et si vous avez des ennuis, vous direz que vous êtes sous la protection de l'ambassade américaine. Dernier, premier contrôle à peu près à 10 km de Barcelone, arrêté. Alors, cela dit, vous arrivez donc au bout de ce périple au Maroc, et là vous engagez dans l'Espagne. Naturellement, le but, si j'allais au Maroc, c'était naturellement m'engager.
Et, monsieur Mien, vous revenez évidemment avec les spahis, Ah bah vous oui. Traversez la Méditerranée dans le sens inverse. Dans le sens inverse. Vous Débarqué à Cavalières, exactement, À la Cavalières. commune du Réol. et vous remontez jusqu'en Bourgogne. Et on monte jusqu'en Bourgogne. Dans votre char, puisque vous êtes pilote de char. Voilà, pilote de char, Porthos. Quel été 44? Ce char, ceci de caractéristique, c'est que c'était pas le gros char avec un grand canon, c'était un obusier. Ce qu'on appelait, puisque régiment de reconnaissance, c'était un char de soutien quand les éléments avancés avaient un problème. Alors, l'été 44, voyons ce qui se passe exactement, militairement parlant. Vous en étiez, Marcel Mien, en Bourgogne et en Franche-Comté. Vous y étiez également durant toute cette période. Vous voyez cette évocation signée Stéphanie Malorand. La libération de l'Est de la France est amorcée par la rencontre entre le débarquement du 6 juin 1944 et celui du 15 août. Les deux troupes se retrouvent en Bourgogne. Dès lors, les troupes allemandes ont intérêt à se replier rapidement pour éviter d'être prises en tenaille, et le Morvan, qui a reçu de très nombreux parachutages, va pouvoir intervenir. Au dire de Jean Longhi, un des chefs FFI de la résistance locale de la Nièvre, le prélèvement opéré sur les troupes allemandes sera de l'ordre de 10 000 hommes environ et de leur matériel que les Alliés n'auront pas à capturer par la suite. À partir du 6 juin et le débarquement, on assiste à un renforcement de la lutte armée dans une perspective de la libération. Alors de nombreuses personnes rejoignent le maquis, ceux qui ne l'avaient pas fait. Par exemple dans la région, au sud Morvan, le maquis Louis, qui était rattaché directement au War Office de Londres, donc commandé par les Britanniques, a 2000 hommes à la fin de l'été 44. 2000 hommes en armes, 2000 hommes qui doivent combattre. Et de ce point de vue-là, c'est important parce qu'il y a un sentiment de mobilisation générale. Mobilisation pour repousser les Allemands. Dijon est libéré le 11 septembre. Le lendemain, la jonction des deux armées à Naux-sur-Seine marque la libération complète de la Bourgogne. Côté Franche-Comté, Besançon est libéré le 8 septembre, mais les troupes alliées sont arrêtées devant Belfort. Il faudra attendre 3 mois pour que la Franche-Comté soit libérée le 28 novembre 1944. Marcel Mien, tout l'été 44, vous êtes dans votre char. Dans tout l'été 44, oui, dans le char. Ça dure combien de temps, de la Méditerranée jusqu'à Dijon, puisque vous libérez Dijon Eh bien, j'ai débarqué quelques temps après le débarquement principal, puisque naturellement, comme on sait, c'est toujours les commandos qui font le principal travail. Et donc, j'ai débarqué autour du 25 août. Et au lieu de partir, comme beaucoup, sur Marseille et Toulon, nous avons tout de suite pris la vallée du Rhône. Avec quelle avec tout ce que ça comporte, et qu'on allait trop vite. Oui. Et qu'on s'est souvent trouvé en panne d'essence, de ravitaillement, et on était malheureusement obligés de s'arrêter. Et la libération de Dijon? Ah, ça, la libération de Dijon, c'est un souvenir inoubliable. C'est-à-dire? C'est-à-dire que pour nous, on ne peut pas réagir de la même façon que ceux qui sont libérés. C'est un souvenir inoubliable. Je réagis maintenant parce que je sais exactement ce qui s'est passé. Nous, par le fait, on libérait ville après ville. C'était un objectif, mais la population qui nous accueillait, pour elle, c'était une délivrance. Mais vous, alors, j'ai l'impression que vous n'avez pas tellement conscience de ce que vous faites. Non. Mais pourquoi? C'est-à-dire qu'on s'est engagé, on est dans un char. Dans un char, ce n'est pas la même chose que la troupe à pied. Hein. On est dans un véhicule, on avance, on suit les ordres. Dans une bulle un peu. Dans une bulle. Dans une bulle. C'est difficile à expliquer parce qu'il faut se trouver dans la situation pour... c'est après qu'on réagit. Jean Vigreux, bonsoir. Bonsoir. Sur ce qu'on vient de dire, là, sur cette période-là, avec 2 témoignages de résistants et de remontées à fond de train sur Dijon, quelques commentaires. Vous êtes maître de conférence à Dijon. Bien, ces 2 itinéraires singuliers, en fin de compte, illustrent bien ce qui se passe dans les combats de la libération. À la fois le rôle de la résistance, qu'il ne faut pas négliger, effectivement, et qui participe activement à la libération du territoire. N'oublions pas que tout l'ouest de la France a été libéré essentiellement par la résistance.
Et puis, bien sûr, les troupes qui ont été débarquées, des 2 débarquements, qui vont faire la jonction, comme on l'a dit tout à l'heure, en Bourgogne, et qui participent à ces combats. Mais comme vous le rappeliez tout à l'heure, cet été 44 est sur les 2 registres, à la fois l'espoir, la joie, la libération que vous trouvez lorsque les populations vous accueillent, des libérateurs, mais en même temps la tristesse, la douleur, parce qu'il y a une répression très dure des troupes allemandes. Vous avez parlé des jeunes étudiants qui étaient fusillés, mais pensons aux nombreux villages martyrs, pensons à toutes ces populations qui sont massacrées pour, entre guillemets, terroriser les populations locales et les détacher de la résistance, pour véritablement marquer le sceau de l'occupation allemande. Et c'est véritablement ce paradoxe de l'été, espoir et en même temps tristesse. Je propose maintenant une évocation de la libération de Besançon. Nous sommes donc le 8 septembre 1944. On va voir cela par le truchement d'un ado, d'un adolescent, par les yeux et le ressenti de Jean-Claude Bourgeois, qui est devenu aujourd'hui un artiste peintre de renom, Albert Ziri, Christophe Gaillard. On attendait depuis tellement longtemps l'arrivée de cette libération que c'était quand même un conte merveilleux, quoi. C'était une histoire absolument étonnante. C'était en fin de journée, commençait à faire un peu sombre, et on a vu arriver ces Américains à pied. On est tous venus là, et on a entendu « Les Américains! Oui, oui, ils sont des Américains. Vous êtes sûrs? Vous êtes sûrs ?» Il y a des gens confondaient parfois, toujours peur d'entendre. Non, non, c'est les Allemands qui reviennent. Non, c'est les Américains. C'est sûr. On s'est penché. Puis on a vu ces petits gars, ces grands garçons, arriver alors sans bruit. Ça a étonné tout le monde. On est habitué aux bottes cloutées, de voir ces Américains avec leurs Rangers, avec leurs casques lourds, tout en kaki, portant leurs fusils mitrailleurs ou leurs fusils, qui arrivaient là, sans faire de bruit. Et puis alors là, je ne dis pas, les filles, alors là c'était vraiment la joie, quoi. Alors ce que moi paraissent des choses étonnantes, c'est qu'on voit dans la rue un homme que tout le monde appelle Monsieur Lévy. Parce que le magasin André qui est en bas de chez nous, son gérant, c'est un monsieur Lévy qui avait disparu en 41-42. Et tous les gens du quartier le connaissaient d'avant-guerre. Ils l'ont vu apparaître comme ça. Et on a su très vite que cet homme avait passé toute la guerre dans sa cave, sous le magasin André. Tous les gens du quartier ont dit « Mais c'est pas possible. Mais monsieur Lévy, vous êtes là? Oui, mais on nous avait dit que vous étiez parti, vous étiez à l'autre bout du monde. » Non, 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 non. Et on a réalisé qu'il avait passé toute la période de la guerre dans la cave. Quand vous voyez les Américains devant vous, vous changez de monde, quoi. C'est tout à fait autre chose. Puis quand vous êtes gamin, votre joie est aussi fonction de la joie des parents. Parce que j'ai vu mes parents pendant quand même, comme tous les Français, complètement bouleversés par cet événement, quoi. Hubert Verneret, bonsoir monsieur. Bonsoir. Vous avez 19 ans quand vous rejoignez le Maquis Louis au cœur du Morvan. Qu'est-ce que vous dites à vos parents quand vous décidez ce matin-là en tandem, on parlait de bicyclette avec madame tout à l'heure, en tandem de rejoindre ce maquis? La décision avait été prise au moment du bombardement de Nevers, où les équipes de jeunes intervenaient parce qu'il n'y avait pas tellement de personnes âgées pour faire le déblaiement. Et nous nous trouvions toute une équipe de jeunes en disant qu'est-ce qu'on peut faire maintenant de plus? On va partir au maquis. Nous avons donc recherché un maquis et nous l'avons trouvé assez facilement car à ce moment-là, de l'USI, des parents nous avertissent qu'un maquis anglais est en cours de formation, maquis anglais. Donc notre décision est prise avec mon ami, nous devons partir. J'ai averti mon père et mon père me dit si c'est un maquis anglais, il était un peu rassuré que ce soit un maquis anglais parce que tous les maquis n'avaient pas forcément une bonne réputation. Et le Maquis Louis est très connu. Hein. Enfin, le Maquis Louis est très connu. C'est 2000 hommes. Hein, oui, 2000 hommes. 2000 hommes, c'est qui ont été rassemblés en très très peu de temps, puisque le Maquis a été formé à la demande du War Office, donc de Winston Churchill lui-même, pour se trouver à la convergence des troupes qui passaient, qui descendaient et qui montaient.
En conséquence, entre juin et le mois d'août, on est arrivé à passer pratiquement de 8 personnes à 2000. Grâce au capitaine Louis qu'on vient d'apercevoir, qui est mort, lui, dans des conditions tragiques à l'âge de 26 ans, Oui. donc dans le maquis. Vous avez Oui. bien connu Oui. cet homme Oui, oui. charismatique, hein, bien sûr. Extraordinaire. Quoi de plus naturel quand on a 19 ans que de partir dans le maquis? C'est vous qui dites ça, mais non, je vous pose la question, c'est pas naturel. Non, c'est pas naturel, mais enfin, on avait quand même souffert pendant quelques années de l'occupation allemande, que ce soit même dans les écoles où il y avait des clans qui se formaient, les pro-allemands et les anti-allemands. Et tout naturellement, à force, on s'était forgé cette idée, cette décision de prendre le maquis pour faire quelque chose. Alors, pardonnez-moi de vous dire cela, on a l'impression que vous n'êtes pas un héros. Excusez-moi. C'est-à-dire que vous cherchez à en découdre, Oui. vous cherchez l'odeur de la poudre, Oui. mais vous ne le trouvez pas dans cet été 44. On veut casser du bosch, c'est sûr, c'est le but, mais on court toujours après et sans arriver à le trouver, bien qu'on passe par des situations parfois un peu dramatiques où on croit les bras arriver et ils n'arrivent pas. Mais évidemment, c'est le sort du soldat. Il va sur les routes où on lui dit d'aller et ce n'est pas forcément les bonnes pour rencontrer l'ennemi. 19 ans, c'est l'été, vous êtes armé et Oui, vous surveillez Mm. un Allemand prisonnier qui oui. creuse sa tombe. Mm. On pense à quoi pendant ce temps-là? Ah, ça a été un moment très très pénible parce que cet Allemand avait été jugé par les officiers du maquis. Il avait été pris après avoir torturé des Français et il avait été condamné à mort. Et alors, avant de le fusiller, on lui a fait creuser sa tombe et il s'est trouvé que c'était moi qui ai été chargé de le surveiller pendant qu'il creusait sa tombe. Et je dois dire que c'était un moment très 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 pénible car il était un peu plus âgé que moi. Et à ce moment-là, je me suis mis à penser que, comme lui, que j'avais une mère et que c'était. Je me suis mis à la place de cette mère qui ne reverrait jamais ce fils. Et ce garçon qui me faisait pitié en quelque sorte, je sentais très bien qu'il creusait pas très très vite parce que il savait qu'à la fin on allait le tuer. Et je n'osais pas lui crier plus vite ni faire quoi que ce soit. Mais j'avoue que c'est un moment qui a été très très dramatique et qui m'a marqué. Ça vous a construit en tant qu'homme? Est-ce qu'on peut en dire Oui, bien d'un sûr. mot? Je pense que au maquis, on a eu à subir malgré tout des moments comme ceux-ci, hein, des moments de peur également. On était parfois inconscient, mais on a eu parfois très peur, même sans se trouver fatalement devant l'ennemi et avoir à faire feu. Mais on a été mis parfois dans des situations qui étaient très dramatiques. Et je pense que ça a été formateur quelque part parce que par la suite, certaines choses, par la suite, dans ma vie d'homme, je me suis dit, mais c'était pas pire que ce que j'ai vu ou ce que j'ai cru voir avant ce choc. Et ensuite, vous avez fait une belle carrière d'ingénieur chimiste. Voilà. Oui, j'ai changé de métier. Monsieur Petitjean est également avec nous. Il a, lui, participé à la libération de Besançon. J'imagine que vous en souvenez comme si c'était hier. Vous étiez quoi? FFI Au départ, oui, FFI à la rencontre des Américains à Buzy-Larnaud. Et à Buzy-Larnaud, les Américains sont arrivés presque sur le même fait. Oui, je précise que vous êtes dans l'armée en 1940, Mousse. En 42. Oui, en 42, vous êtes Mousse, on est bien d'accord? À l'école des Mousses, à Et Toulon. là, et donc vous décidez de poursuivre la lutte. J'étais au sabordage de la marine de Toulon en novembre 42, quand les Allemands sont rentrés en zone libre. Et on a été renvoyés dans nos foyers. Et dans nos foyers, je suis resté environ 7 à 8 mois. J'ai réussi à trouver une place dans une usine pour ne pas partir STO. Et un jour, la marine m'a rappelé. Comme il n'y avait plus de bateau, ils m'ont rappelé pour être marin-pompier à Toulon. Je suis donc reparti le 20 novembre 1943. Il y a eu un bombardement dans la nuit à Toulon immense, entre la ville et l'arsenal, 2000 morts. Et par la suite, donc, j'ai été
maintenu jusqu'au mois de environ avril-mai. Et alors, de cet été 44, vous retenez quoi 60 ans après? C'est la libération de Besançon qui vous revient immédiatement, c'est autre chose? Non, j'y pense souvent. Ouais. Mais non, je pensais que je devais faire mon devoir, de partir pour faire quelque chose. Vous vous disiez ça à l'époque? Ah, Je oui. vais faire mon devoir. C'était Ben le mot oui. qui venait. Ben oui, puisque j'étais à Villefranche-sur-Saône pour suivre un cours de Fourier, et il s'est passé une chose, c'est qu'il y a eu le débarquement en Normandie, dans le 6 juin. Et dans la nuit du 10 au 11 juin, j'ai pris mes clics et mes claques, comme on pourrait dire, et j'ai pris le train à Villefranche-sur-Saône pour rejoindre Besançon. Oui, j'aimerais réagir tout de suite. J'ai fait mon devoir et tous, là, autour de la table, présentent leur action comme si c'était normal. Ouais. Mais c'est pas normal. C'est même la situation, entre guillemets, anormale de l'époque. Parce que déjà, prendre les armes, choisir la clandestinité, choisir la résistance, choisir le combat, c'est risquer sa vie en permanence. Et ils sont très peu. Là, tous, aujourd'hui, vous parlent comme si c'était naturel, mais quelque part, ce sont quand même des héros, malgré eux, si je peux dire, parce que la majorité des Français n'a pas pris effectivement ces armes. La majorité restait attentiste. La majorité attendait effectivement, même si on avait rejeté Vichy à partir de 42-43, c'est clair, hein, on ne veut plus de Vichy. L'occupant, bien sûr, comme ça a été dit tout à l'heure, on désignait le Boche. Mais de là à passer, de vouloir combattre, Franchir le Rubicon en quelque sorte, c'est quelque chose quand même d'assez exceptionnel. Alors justement, ces petits Français-là, il y en a quand même, mais vous dites, vous, Monsieur Petitjean, que peut-être qu'on ne leur rend pas suffisamment hommage, qu'on parle trop, quoi, des Américains, Des Anglais. pas les Américains, parce qu'étant donné que s'ils n'avaient pas été là, je ne sais pas où on serait. Hein. Ouais. Mais c'est sûr que je pense que les FFI ont été oubliés. Hein. C'est votre avis aussi, Monsieur Verneret? Oui, il y a eu quand même, au Maquis-Louis, pendant le mois d'août, il y a quand même eu 59 morts. C'est-à-dire qu'il y a quand même eu des combats et que des jeunes sont morts, parce que principalement, c'était des jeunes qui étaient au Maquis, malgré tout. Quelques anciens pour les encadrer, mais beaucoup de jeunes. Alors, quand même, on est dans une période, on l'a dit à plusieurs reprises, avec des mots différents, singulières, paradoxales, ambiguës, parce que il y a cet espoir de libération, je suppose que vous y pensez quand même, mais il y a aussi la violence qui continue, une violence ultime, la guerre continue. Comment on fait pour vivre sur... Est-ce que d'abord vous avez ce sentiment de espoir d'un côté, et puis peut-être le désespoir, parce qu'on ne sait pas comment cela va finir. Madame, vous y pensez à l'époque? Je pense que c'est quand même l'espoir qui dominait. À partir du débarquement en Normandie, on avait l'espoir. À partir du 6 juin? Ah oui, Ouais, oui, 6 juin. oui. Ouais. Je peux dire qu'avant, je ne peux pas dire que j'ai fait de la résistance pour gagner la guerre. Si vous voulez, en 41, 42, on ne pensait pas qu'on allait gagner la guerre. Moi, j'ai fait de la résistance parce que je ne pouvais pas accepter. Oui, mais il y a des certaines drames choses. après le 6 juin. Oui, Il y a oui. Radour-sur-Glane, Bien sûr, et ça a été une d'autres période drames. très difficile, justement, parce qu'il y avait tous ces drames qui se développaient en quelque sorte. On entendait beaucoup plus encore d'arrestations de résistants, d'arrestations de tous les côtés, d'exactions. Enfin, c'était une période donc très difficile, donc il y avait les deux. Mais je crois que c'est quand même l'espoir qui dominait. Et alors, dans le contexte de l'époque, essayez de nous faire partager ça. Les Américains, enfin, je veux dire, c'est le Graal, c'est des extraterrestres. Qui peut réagir là-dessus, Monsieur Verne? Extraordinaire. La seconde quinzaine de septembre, il y a eu la libération successive de tous les petits pays, dans le Morvan, Semlay, Luzy, Saint-Honoré-les-Bains, et c'était des fêtes à n'en plus finir. Il y a eu une joie immense. Et on peut dire que c'est simplement qu'à la fin de septembre, où les choses ont repris un cours plus normal, on dit, mais la guerre, elle n'est pas finie, elle est loin d'être terminée. Et au moment où, au Maquis-Louis, on a rendu les armes, on nous a demandé si on voulait continuer. Et dans mon groupe, nous étions un groupe de 12. Il y en a 4 qui ont choisi de continuer, de faire la guerre. 2 dans les parachutistes qui ont suivi des cours accélérés de parachutisme en Angleterre et qui ont été parachutés en Hollande. 2 autres qui se sont engagés dans l'armée Leclerc et qui ont fait toute la guerre. Donc il y a eu un pourcentage très très important de FFI qui ont en fait continué la guerre, deuxième stade,
après le premier stade et après la première joie de la libération. On a des chiffres ou des éléments là-dessus d'ailleurs, Jean Vigreux? Il en existe certains, mais tout dépend effectivement des maquis et des régions. Mais il est clair effectivement que dans la région, les gens s'engagent pour aller combattre dans le bataillon, par exemple Royal Morvan, qui existait pour Lyon, essentiellement, où on a regroupé à Avallon et Auxerre, et où on part combattre dans les Vosges, quand on va libérer l'Alsace, et puis surtout, on va porter le fer en Allemagne. Mais il faut voir qu'il y a des temporalités différentes. On parle vraiment de pluriel de cet été 44, parce qu'à certains moments donnés, des villages sont libérés. Libérer, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'il n'y a plus d'Allemands qui sont présents. Ça ne veut pas dire forcément qu'il y a combat. Mais que la résistance arrive au grand jour, remet la République, remet effectivement à l'honneur la République et les institutions républicaines, prise d'armes, fêtes, etc. Mais en même temps, le deuil. On n'oublie jamais les morts, et puis surtout ceux qui sont encore dans les camps de concentration, ceux qui sont déportés, internés. Été 44, l'été de tous les espoirs, l'été où des destins se jouent, c'est le propre de la vie, mais c'est cristallisé évidemment durant cette période si importante. Bonsoir madame, Suzanne Hébert, vous nous entendez? Bonsoir monsieur, oui. Bonsoir. Dois-je vous dire bonjour? Car nous sommes en ligne avec vous madame, vous êtes en direct de chez vous, au Texas, dans la petite ville de Arlington. Vous êtes dijonnaise, madame. C'est à 16 ans, à Dijon, que vous faites la connaissance dans des conditions rocambolesques de votre futur époux qui est G.I. Je vous laisse nous raconter la suite, car nous sommes bien dans l'été 44 et j'imagine que cet été 44, vous ne l'avez jamais oublié, madame. Oh, bien sûr que non. C'était vraiment, vous savez, c'est tout à fait une coïncidence que j'ai rencontré mon mari. Et comme, évidemment, lui avait 9 ans et demi plus que moi, donc il n'était pas question de se marier. Moi, j'en avais 16. Donc, et il est rentré aux États-Unis par voie de Nancy et d'Angleterre. Et nous avons correspondu pendant 2 ans et demi. Et donc, un jour, il a demandé si je voulais bien le marier. Et ma foi, c'est une grande histoire. Mes parents, au début, ne voulaient pas me laisser partir. Et puis, ça s'est arrangé. Oui, parce que, madame, vous êtes d'une famille, on va dire, de bonne famille, BCBG, fille unique, je crois. Oui, j'étais fille unique. Et mes parents, naturellement, ils ne voulaient pas me laisser partir comme ça à l'aventure. Donc, par l'intermédiaire d'un prêtre qui connaissait la famille de mon mari et qui était français, il est venu nous voir et a dit à mes parents que la famille était une très bonne famille et qu'ils pouvaient avoir confiance. Alors, donc, ils se sont laissés faire, ils m'ont laissé venir. Après ces échanges épistolaires, d'accord. Donc un jour, vous partez à New York en quelle année finalement? En novembre 47. Voilà, rejoindre votre mari. Vous revenez de temps en temps, j'imagine, en France. On va saluer John, qui est peut-être pas très loin de vous. Vous étiez premier prix de violon à l'époque à Dijon, m'a-t-on dit. C'est pour ça d'ailleurs qu'on vous voit sur une photo, une magnifique photo avec votre violon, puisque vous étiez au conservatoire de Dijon. Est-ce que vous étiez contente, madame, à l'époque de quitter la France? Pardonnez-moi de poser la question comme ça, c'est-à-dire que ce pays est exsangue, c'est peut-être un nouvel Eldorado qui s'offre à vous. Vous êtes dans cet état d'esprit-là en 44, en 45 et en 47, quand vous partez? C'est-à-dire, vous savez, quand on est jeune, on a l'esprit aventureux, mais il y avait aussi laisser ma famille, laisser ma mère surtout, ça me vraiment fendait le cœur de la laisser. Et puis je me suis dit, on va bien se revoir, si Dieu le veut, n'est-ce pas? Et donc je suis partie, j'avais une très bonne amie qui habitait New York, et évidemment elle m'encourageait un petit peu aussi, elle essayait de m'influencer, elle me dit, oh, tu savais, quel pays formidable et tout ça, donc on se laisse, quand on a 19 ans, on se laisse tenter. Vous ne regrettez rien? Oh non, absolument rien. 60 ans de bonheur aux États-Unis? 56 ans. 56 ans, oui, bien sûr. 56 ans. Vous avez raison. Absolument. Oui, je ne changerai rien du tout à ma vie. Je ne changerai rien du tout à ma vie. Il est quelle heure de l'après-midi? 16h, non?
Il est 4 heures, oui. Il est ça. 16h10. Voilà, il est un peu plus tard chez nous en France, puisque nous sommes en direct. J'ai à côté de moi Jean Vigreux, qui est maître de conférence. Le cas de madame n'est pas unique, hein. Non, il n'est pas unique, mais il n'est pas non plus représentatif de l'ensemble. Mais comme de nombreuses histoires d'amour qui peuvent exister au moment de la libération, c'est une belle illustration. Mais comme vous l'évoquiez, il ne faut pas oublier que même si la libération est là, 1944, la guerre continue. Il faut attendre 1945. Et puis, il y a tout le problème de la reconstruction, tout le problème effectivement du rationnement qui perdure. Même s'il y a l'euphorie, même s'il y a le côté de retrouver la liberté, de reconstruire un monde nouveau, parce que c'est ça ce qu'a fait la résistance dans le programme du CNR, de reconstruire les bases de la République dans l'unité du monde républicain avec, je dirais, deux choses. Ramener la démocratie libérale et lui ajouter la démocratie sociale, qui sont deux choses importantes, qui vont se faire à partir de 1944, mais il y a encore des privations. Les tickets de rationnement vont durer encore un moment. Il faut reconstruire les gares, il faut reconstruire les ponts. En fin de compte, le pays est sur la reconstruction. Oui, madame, vous pensez à ça, vous pensez à la République, hein, vous, c'est le terme qu'on utilise à plusieurs reprises de Jean Vigreux. C'est ça qui vous guide, hein, la restauration de la République. Absolument, absolument. J'avais été extrêmement troublée lorsqu'à la place de liberté, égalité, fraternité, j'ai vu travail, famille, patrie, aussi bien sur les pièces de monnaie. J'avais simplement à l'école appris que la République c'était quelque chose d'important, c'était Valmy, c'était la liberté apportée aux autres peuples. Je le dis comme on peut le voir à cet âge-là, et c'est une chose que j'ai jamais admis. Et c'est vrai que la libération, c'était cela aussi, avec une partie sociale, comme vous l'avez très bien dit, qui était aussi dans le programme du CNR. Et peut-être je voudrais dire aussi, dans l'atmosphère, si vous voulez, de la libération, c'est qu'on se trouvait dans la liberté, ça voulait dire quelque chose à ce moment-là. Je dois dire qu'en tant qu'agente de liaison, j'avais en somme une double vie. J'étais à la fois étudiante avec mon identité normale, j'étais résistante avec une autre identité qui a changé plusieurs fois d'ailleurs. Et si vous voulez, je ne pouvais jamais être entièrement moi-même. C'est-à-dire que si j'étais avec mes amis d'avant qui ne savaient pas que je faisais de la résistance, j'avais une partie de moi-même. Si j'étais avec les autres, c'était une autre partie. Un peu schizophrène. Et avec les résistants eux-mêmes, on avait très peu de contacts. Moi, j'ai connu au maximum 2 personnes à la fois. Et c'était des personnes que je voyais pour un message pendant 5 minutes, les retrouver ensuite. Donc c'était quand même très difficile. Et j'avais apprécié énormément quand j'avais passé quelques jours à 2 reprises dans le maquis où j'avais porté des armes. C'était un maquis d'Ardèche. Je m'étais trouvée dans un petit morceau de France libre. On pouvait parler, on pouvait dire ce qu'on pensait. Et la libération, ça a été un peu ça, de se retrouver vraiment sans toutes ces contraintes qui étaient quand même dures. Quelques témoignages qui nous parviennent à l'instant, notamment d'une franc-comtoise de Danjoutin, près de Belfort. Son père a été tué à Crossé-le-Grand, dans le Doubs, lors d'un arrêt des troupes alliées. Elle lance un appel, car elle aimerait retrouver des résistants qu'il aurait connus. Son nom de guerre était Griffon, alias Monsieur André Boulanger. Vous pouvez nous contacter si vous avez des informations donc sur Griffon. Sinon, son vrai nom, c'était donc André Boulanger. J'ai 13 ans à l'époque, à Saint-Bonnet de Vieille-Vigne, c'est en Saône-et-Loire. Cette dame s'appelle Janine Leclerc. Elle souhaite rendre hommage au FFI du maquis Silla. Et puis un témoignage, une réaction de M. Michel Garneret, le premier soldat de l'armée française qu'il a vu, c'était un Maghrébin. Il faut penser à tout le monde, Jean Vigreux. Oui, bien sûr. C'est très important parce que l'armée régulière, en quelque sorte, qui se reconstitue en Afrique du Nord, eh bien, elle puise essentiellement dans les colonies, les Africains du Nord, Maghrébins, Sénégalais, etc. N'oublions pas qu'en 1940, lorsque la Wehrmacht envahit la France, elle fait le tri entre les deux, les soldats blancs et les soldats de couleur, et elle massacre les soldats de couleur, comme dans la région à Klamsi. 42 tirailleurs, on dit sénégalais, mais c'est autant des Algériens et des Marocains, qui sont massacrés en 1940. Marcel Mien. Spécifier que dans notre régiment, on était environ un tiers de pieds noirs, puisque c'est comme ça qu'on les appelle affectivement, un tiers d'Algériens et un tiers d'évadés de France. Donc ouais, c'était l'amalgame qui avait été fait. Et pour moi, je ne peux pas avoir les mêmes réactions que les gens du maquis, parce que on se battait, mais
on peut dire qu'également, non seulement on a libéré le territoire, on a libéré les villes, mais on a quand même également libéré les maquis. Et eux, ils le ressentent, je pense, beaucoup plus dans leur chair que nous. Parce que moi, j'ai débarqué dans le Midi, j'ai fait toute la campagne, mais pas avec autant de souffrance qu'on peut dire quand même dans les maquis. C'est vrai? On les a libérés dans un certain sens. On leur a permis de pouvoir enfin rentrer au combat. La joie énorme que nous avons eue au Fréchot quand on a vu arriver la première Jeep avec les 2 mitrailleuses jumelées. Ah oui. C'était absolument extraordinaire. On a dit là, la jonction est faite, on a gagné, et on avait presque envie de crier, c'est terminé. Ça n'était pas encore. Mais il y a peut-être aussi la peur du grand vide qui arrive, non? Quand tout est fini, quand ces journées mémorables, ces semaines incroyables que vous venez de vivre s'achèvent, dans quel état d'esprit êtes-vous? On pense que... Si vous continuez sur l'Allemagne, il n'y a pas d'arrêt. Hein. Oui, pour ceux qui ont continué comme vous... Voilà. Il n'y avait pas d'arrêt. Non, simplement, c'était par rapport à ce qu'on venait de dire, ne jamais oublier que le premier département français libéré, c'est bien sûr c'est l'Algérie qui sera le siège du CFLN et qui va permettre effectivement la libération. Ensuite, la Corse, 43, et puis après, bien sûr, le territoire national, comme on vient de le dire. Alors, vous avez vu très certainement partout ces images, notamment durant ces semaines de commémoration, des images et des photos d'époque. Elles incarnent pour nous cet été 44, dans notre souvenir collectif en tout cas. Et pourtant, elles recèlent une autre histoire que ce qu'on a bien voulu nous dire à l'époque et encore au jour d'aujourd'hui. Voyez ce reportage d'Albert Ziri et Jean-Luc Gantner en Franche-Comté. Il y a des images indiscutables, la date, les lieux, les personnages sont autant d'indications qui les valident, les inscrivent dans l'histoire à leur juste place. Pour d'autres, pour des raisons difficiles à éclaircir, tout est imprécis, parfois même faux. Comme par exemple ces images tournées par William Wyler, localisées entre Lyon et Grenoble et qui ont pour cadre en vérité un petit village haussonois, Velfry. Alors on aperçoit ici l'angle de mur qui est ici, le clocher de l'église au fond, la cheminée de l'ancienne boulangerie qui est derrière le marronnier, et puis tout ce petit peuple qui est sur la petite place. C'est votre maman qui est sur les photos? Ah oui, ah oui. Ma maman, mon père, mon grand-père, ma grand-mère, mon frère, puis d'autres personnes que je connais. Dont certaines personnes du village s'en souviennent un peu quand même. Mais c'est très flou parce que on ignorait tout de la caméra, nous. Autre photo, autre lieu, ici ce n'est pas la Normandie comme le laisse entendre la légende, c'est l'Est de la France, c'est Belfort. Pour Télé 7 jours par exemple, qui parle de paysans normands qui accueillent un GI, Télé 7 jours c'est le plus grand tirage français, à plus de 2 millions d'exemplaires. On attribue à l'autre bout de la France des mérites qui reviennent à des Belfortins, de simples Belfortins, qui ont voulu témoigner de leur joie d'être libérés. Vous me garantissez que c'est bien la maison qu'il y a sur la photo et qu'elle n'est pas en Normandie, cette photo? Absolument certain, absolument certain. Je les connaissais tellement bien qu'en 1938, me semble-t-il, nous avons fait un voyage ensemble, une partie de pêche à Danemarie. Il n'y a aucun doute. Et le soldat que Mme Sulzatz accueille, ce n'est pas un soldat américain? Non, non, non. Indiscutablement, elle doit le connaître. Ou alors elle a connu peut-être sa famille, mais indiscutablement elle connaît ce militaire. Pour la bonne raison, c'est qu'à la libération de Belfort, en novembre 1944, c'est la première armée française qui a libéré Belfort. Et en aucun cas, il y a eu une unité d'infanterie américaine qui ont accompagné les gens de la première armée. Étonnante histoire donc de ces photos. Madame Dubois, que reste-t-il de l'été 44 dans la France d'aujourd'hui? Je crois que la mémoire de l'été 44 peut être très importante. Elle peut être très importante. Pourquoi? Parce que ces combats de l'année 44, ces combats qui ont été faits par des Français, en même temps bien sûr que par nos libérateurs,
Je crois que c'est quelque chose d'essentiel. Si on pense à la France libérée uniquement par des troupes extérieures, s'il n'y avait pas eu de troupes françaises, je crois que l'avenir aurait été totalement différent. Donc il y a cela. Et je dirais autre chose que cette mémoire de cette période chez les jeunes, qui je crois y sont sensibles, qui voient que finalement on a pu faire quelque chose avec rien du tout au départ. On n'était rien, on n'avait rien dans les mains, et on a quand même fait quelque chose. Je crois que c'est important, et c'est peut-être un rempart contre tous les fascismes qui pourraient envisager de se montrer. Jean Vigreux, peut-on dire mieux les choses ? Non, pas mieux. Disons que l'utopie est possible. Le programme du CNR l'a prouvé. Le Conseil national de la résistance. On va terminer avec quelques livres. Il y a eu beaucoup de littérature, évidemment, à l'occasion de ce 60e anniversaire. C'est l'occasion peut-être d'évoquer ces quelques livres avec des histoires, beaucoup d'histoires locales vécues, notamment celle-ci, Du fer au flambeau, signée Alain Vincent. C'est la bataille du Rail à La Roche-Migène, aux éditions de l'Armançon. Il y a des ouvrages plus globaux également sur toute cette période, l'histoire de la résistance avec beaucoup de témoignages et des dossiers région par région grâce au Reader Digest. Donc il y a des livres spéciaux Bourgogne, des livres spéciaux, si vous me permettez l'expression, Franche-Comté. On peut évoquer aussi ces notes d'un Dijonnais pendant l'occupation allemande par Henri Drouot aux éditions universitaires de Dijon. C'est un peu plus mastoc et plus universitaire donc. Oui. C'est un témoignage. Oui, c'est ça, Jean Vigreux. Des Amours de Giais également, on en parlait avec Madame Hébert tout à l'heure. Il y a ce livre sous-titré Les petites fiancées du débarquement. Il y en a eu 6500, grosso modo, à franchir le pas. Et c'est aux éditions Taillandier. Voilà donc pour cette rapide évocation, c'est une toute petite sélection dans ce foisonnement de livres qui sont parus ces dernières semaines et ces derniers jours. Merci de nous avoir suivis. On vous souhaite bon vent, plein de bonheur. Merci en tout cas de nous avoir fait partager un petit peu cet été 44. Merci aux équipes des dossiers de France 3, dirigées par Sylvain Jäger et assistées par Franck Grasso. Merci pour tous ces instants partagés. Le mois prochain, nous parlerons de la parole de l'enfant, un thème important. Quel crédit donner à la parole de l'enfant? Ce sera donc le mois prochain. Merci à vous. Bonne fin de soirée. La psy de la radio a conseillé à un